Alors, bonjour à toutes et à tous les très courageux du samedi matin. Je suis très contente de vous voir. Aujourd'hui, ce matin, on va parler d'écologie. Écologie, c'est une science comme les mathématiques, comme la physique. Une science qui permet de comprendre les rapports entre les êtres vivants, les rapports entre les êtres vivants et leur milieu. Et c'est une science qui nous apprend à nous tenir dans ce monde, dans cet ensemble, pour être un acteur positif de ce monde. Et je remercie beaucoup Chloé d'avoir eu la gentillesse d'animer cette table ronde. Et suite à la table ronde, il y aura une série de dédicaces, en particulier Gilles Boeuf va pouvoir dédicacer son livre à la librairie éphémère. Gilles a la gentillesse d'être là entre deux avions, deux conférences, et donc si vous voulez l'attraper, il faudra l'attraper très vite en bas, au café, à la librairie éphémère. Merci Françoise et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Chloé Michel de l'agence Écologie Urbaine et Citoyenne. Je suis urbaniste et je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin au contre-salon des vieilles et des vieux pour animer cette table ronde et puis aussi pour faire baisser un peu la moyenne d'âge parce que mine de rien, il n'y a pas énormément de jeunes. On m'a dit que j'avais le droit d'être impertinente un peu ce matin, donc voilà, c'est le matin, on va essayer d'en profiter et de rigoler un petit peu. Alors on est ensemble pour 1h30 pour échanger autour du sujet transition écologique tous concernés, et on va commencer par une question simple pour commencer. Alors levez la main si vous avez plus de 60 ans. Ça va, on vous dérange pas trop les vieux? Vous avez détruit la planète et vous nous laissez que les miettes? Alors maintenant, levez la main si vous avez moins de 35 ans. Ah, il y en a. Alors les jeunes, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans les mots « il y a urgence à agir ». Vous ne saisissez pas qu'il faut arrêter de passer des commandes sur Shein, sur Amazon et arrêter de prendre ChatGPT pour un assistant de vie? Non, rassurez-vous, je blague. Moi, je blague. Mais cette histoire qu'on nous raconte de guerre générationnelle, elle est pourtant bien ancrée. Les jeunes qui accusent les vieux d'avoir détruit la planète, les vieux qui accusent les jeunes d'être des donneurs de leçons, et l'écologie. L'écologie serait devenue un champ de bataille entre générations. Et si cela résultait de cette bonne vieille stratégie diviser pour mieux régner? Et si, au lieu de nous battre pour savoir qui a raison, on se battait ensemble pour sauver ce qui peut encore l'être? Vous, les anciens, vous avez vécu avant la société de consommation de masse. Vous savez faire durer, réparer, économiser. Ces savoirs, on en a vraiment besoin. Les plus jeunes, les trois qui ont levé la main, vous portez l'urgence, l'innovation, l'énergie du changement. Et cette force, on ne peut pas s'en passer. La fracture générationnelle sur l'écologie, elle ne recouvre aucune réalité sociologique. Et c'est Camille Etienne, une militante écologiste et autrice de Pour un soulèvement écologique, qui en parle mieux que moi. Et elle a moins de 40 ans. C'est ce qu'on va explorer ensemble pendant cette table ronde avec nos invités. Donc Oriane Pascal, qui est coordinatrice de la MNE, la Maison de la Nature et de l'Environnement de Bordeaux, et également gérante de l'atelier Comoko, Composons des mondes communs. Noël Mamère, ancien journaliste, maire de Bègles et député écologiste, toujours désobéissant récidiviste. Gilles Boeuf, ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle et membre de nombreux conseils scientifiques. Myrène Lassus, Olassagastis, des araignées philosophes, stimulatrices de pensée. Et Lise Colliard, qui est urbaniste également, ma collègue chez Écologie Urbaine et Citoyenne, qui va réaliser de la facilitation graphique tout au long de notre table ronde. On excuse donc Renaud Frossard, qui n'est pas venu, même s'il était affiché sur le programme, donc il ne sera pas là ce matin. Alors notre table ronde, elle va s'articuler en 3 temps. Le premier temps, c'est la tête dans les nuages. On va avoir des regards croisés sur l'écologie intergénérationnelle et les liens avec la philosophie. Le deuxième temps, on va redescendre les pieds sur terre, même dans la terre, et on va parler d'actions concrètes et d'initiatives partagées.
Un troisième temps où on va parler de l'écologie comme outil de libération pour construire ensemble le monde d'après. Et enfin, on aura un temps d'échange avec vous dans la salle d'une 20aine de minutes. Alors avant de laisser la parole à nos invités, on vous a proposé un petit quiz pour déconstruire un petit peu les idées reçues par rapport aux générations, entre les rapports des générations et à l'écologie. Alors vous êtes peut-être assis dessus, mais vous avez normalement sur vos chaises, presque tous, des petits cartons verts et rouges. Rose en réalité, on n'avait pas de rouge. Alors ça va être très simple la consigne. Je vais énoncer des affirmations. Si vous pensez qu'elles sont vraies, vous levez votre carton vert. Si vous pensez qu'elles sont fausses, vous levez votre carton rouge. C'est clair pour tout le monde ? Alors on y va avec la première affirmation. L'éco-anxiété touche principalement les jeunes générations. Alors si jamais je veux vous proposer quelque chose, si vous n'avez pas de petit carton, vous pouvez faire un vrai avec le V et puis un faux avec le point. Voilà. Alors j'ai quand même principalement du faux, mais j'ai pas mal de verts. Donc il y a matière à débat. Et alors la réponse, s'il y en a une, c'est faux. Évidemment, on peut en débattre, hein, mais les vieux aussi sont éco-anxieux. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un baromètre IFOP qui nous informe que 93% des jeunes sont inquiets ou très inquiets par rapport à cette éco-anxiété. Et pour les plus de 65 ans, c'est quand même 80%. Donc les vieux sont aussi éco-anxieux. Gilles Boeuf, est-ce que vous définissez comme éco-anxieux ? Enfin, pardon, est-ce que tu te définis comme éco-anxieux ? Parce qu'on s'est dit qu'on se tutoyait, du coup. Moi, pas du tout. D'abord, c'est pas ma nature, l'anxiété. L'anxiété, elle paralyse. Je suis intranquille. Hein, aujourd'hui, moi, je suis professeur des universités, dans toutes les grandes écoles d'ingénieurs. Hein, quand je suis à Polytechnique, à l'école des mines, à Centrale Supélec, ou à Sciences Po, ou dans les écoles maintenant de commerce, hein, HEC ou à l'ESSEC, ils sont inquiets. Alors, je ne suis pas là pour les désespérer encore un petit peu plus. Les faits sont réels, hein, on va en parler un petit peu. Nous sommes dans une situation, effectivement, qui est plus que préoccupante. Hein. Ne pas s'y intéresser serait une stupidité. Aucun chef d'entreprise aujourd'hui, aucun homme politique ne peut pas ne pas tenir compte des questions de ce climat qui change trop vite et de ce vivant qui s'effondre. Ceci dit, la seule chose qu'il faut dire, c'est que la pire des actions, ça serait l'inaction. Comment en est-on arrivé là ? Alors, moi, je ne suis pas culpabilisateur, je ne cherche pas la faute à qui, c'est comme ça aujourd'hui. Moi, j'appartiens à une génération, dans les années 70, on allait à Nouméa pour 3 jours. C'est fini, évidemment. Hein, quand on met les empreintes carbone des avions, puis ça s'est estompé avec le temps, bien sûr. Hein. Donc, éco-anxieux, non. Intranquille, oui, parce que l'intranquillité va entraîner la vigilance. On ne peut pas chaque matin se dire tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, je m'en fous. Allumez vos télés. D'ailleurs, on n'allume plus la télé tellement on est un petit peu désespéré par moment. Hein. Et je vois mes jeunes, qu'est-ce qu'elles me disent, mes étudiantes, tu vois, à Sciences Po à 22 ans, on ne fera pas de bébé. Et nous, on en a fait beaucoup trop. Hein. Quand je suis né, il y a 1,8 milliard d'humains sur la Terre. Il y en a 8 aujourd'hui. Donc il y a bien une question là, super intéressante à creuser. L'humain a été incapable de régler justement cette démographie galopante. Et maintenant, on tombe dans l'excès inverse en disant on ne fait plus de bébés. Alors, où est-ce qu'on trouve quelque chose entre les deux, hein, sans tomber dans l'excès ? On me dit souvent aussi, vous êtes optimiste ou pessimiste ? Il est bien trop tard pour être pessimiste. Hein. Alors, je n'ai pas dit qu'on était optimiste, mais être pessimiste, ça ne sert à rien aujourd'hui. Hein. Et surtout vis-à-vis de nos jeunes, et là je vais terminer là-dessus, c'est arrêter de les hyper inquiéter aussi. Parce que j'ai plein de choses à vous raconter, vous verrez comment ils sont en fait. Ils sont concernés, mais en même temps, ils ne peuvent pas se passer leur téléphone portable. On a vécu des expériences très très fortes. Camille Etienne était mon étudiante à Sciences Po. Hein. Camille était mon étudiante il y a 5 ans. Je l'ai eu comme élève, hein. C'était très chouette d'ailleurs. Hein. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que il faut qu'on regarde le monde en face, sur de la science. Et je pense que mon principal problème, c'est la confusion entre écologisme et écologie. Ce n'est pas la même chose. On peut faire de l'écologie politique. J'ai fait 2 ans au ministère pour faire la COP21 en 2015. Hein. C'est les scientifiques qui étaient responsables, avec Valérie Masson-Delmotte pour le climat, moi pour le vivant. Comment on va réussir quelque chose, effectivement, de réaliste, de pratique. Et c'est vrai que là, j'avais dit à la ministre, enlevez ce terme d'écologie au ministère. On en a beaucoup souffert.
Pourquoi besoin d'écologie et pas des mathématiques ou de la physique? Et on était devenu ministère du développement durable, de l'énergie et de la mer. Nicolas Hulot-revient, qui est un grand copain, il repart en écologie. Ça donne aux gens une image que ce ministère, le ministère des écolos, c'est pas ça du tout. L'écologie est une science, hein, l'écologisme a sa place, et on ne fera pas d'écologisme sans écologue. La question elle est là. Donc vigilant, oui, mais pas éco-anxieux et encore moins désespéré. Merci. Alors on poursuit avec la deuxième affirmation. Ressortez vos petits cartons. Les jeunes sont plus optimistes que les vieux sur l'avenir de la planète. Voilà, on parlait de l'optimisme et du pessimisme. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? Les jeunes sont plus optimistes que les vieux sur l'avenir de la planète. Oula, j'ai un raz-de-marée rouge. Ponctué de surfeurs verts, mais... Alors c'est vrai, les jeunes se montrent plus optimistes pour l'avenir de la planète d'après un sondage Harris Interactive. Comme quoi, les préjugés ont la vie dure, hein, nos idées reçues. Donc ce sondage Harris Interactive, il nous dit que 59% des 18-24 ans sont optimistes, contre seulement 23% des 65 ans et plus. Myrène, un avis? On poursuit? Alors, troisième affirmation. Les seniors sont plus résistants aux changements dans leurs habitudes de consommation. Vrai ou faux? Les seniors sont plus résistants. Vous n'êtes pas très partiaux, hein. Alors, j'ai pas de raz-de-marée rouge, hein. J'ai quand même un peu de tout. Mais la réponse, c'est faux. Figurez-vous que les seniors sont 88% à se dire prêts à changer leurs habitudes, contre 81% des 18-24 ans. Donc ça, c'est un sondage Opinionway, mais bon, vous voyez quand même, les seniors sont assez enclins à changer leurs habitudes. Et dans le top 5 des actions, qu'est-ce qu'on retrouve pour réduire l'empreinte carbone? On va retrouver l'achat de fruits et légumes de saison à 84% pour les personnes âgées, contre 55% pour les 18-24 ans. Et sinon, on va retrouver donc la réduction du chauffage, l'isolation du logement, la réduction de la consommation de viande et la réduction des trajets en voiture. Donc, voilà, les vieux sont prêts à changer leurs habitudes. Alors, on poursuit avec la quatrième affirmation. Les actions individuelles ont peu d'impact face aux enjeux écologiques globaux. Ah, on sent qu'on pourrait débattre avec vous là, sur cette question. Bon, ça se voit, hein, les avis sont assez partagés dans la salle. Et là, c'est faux, hein, puisque si l'action collective est essentielle, la somme des gestes individuels va aussi compter. Et la transition écologique, elle nécessite tous les niveaux d'action. Donc, Oriane, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Merci. Vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous. Merci Chloé pour cette intervention. La somme des actions individuelles et la somme des actions collectives, moi je vais déjà vous proposer des chiffres qui ont été posés. Gilles Boeuf parlait tout à l'heure des accords de Paris en 2015, donc c'est déjà 10 ans. Et en 2015, pour les accords de Paris, pour le climat, hein, je dis bien que c'est pour le climat, c'est pas pour la biodiversité, etc., etc., etc. On parle beaucoup du climat dans les chiffres. Et pour le climat, on disait qu'il y avait 25% qui relevaient de l'action individuelle et 75% qui relevaient de l'action collective. Donc là, une fois de plus, encore des chiffres. Il y a aussi une structure qui s'appelle Carbone 4 qui a également fait des stats en 2019 qui montraient qu'il y avait 40% pour l'empreinte carbone, hein, je précise bien pour l'empreinte carbone, qui relevait 40% qui relevait de l'individuel et 60% du collectif. Mais quand on parle de 40% de l'action individuelle, c'est 40% d'actions assez radicales dans le sens aller chercher les choses à la racine, hein, pas dans le sens extrémiste. Donc quand je dis action radicale, c'est vraiment devenir végétarien, arrêter de prendre l'avion, des actions qui ont vraiment un réel poids. Et enfin, j'aimerais bien vous citer tout bêtement, elle n'est pas bête, mais je cite tout bêtement son travail, de Solange Martin, qui est une sociologue des comportements humains et sociaux dans la transition. Et elle, tout simplement, elle dit des choses, elle enfonce une porte ouverte, mais ça va de soi, c'est mieux en le disant. Elle dit qu'aucune action n'est suffisante, mais elles sont toutes nécessaires. Donc en fait, ça montre qu'on est tous
co-responsables de la situation qui est la nôtre et du futur qui est le nôtre également. Merci Chloé. Merci. Et donc, on passe à notre dernière affirmation pour ce quiz. L'écologie est principalement une question de protection de la nature. Alors, vrai ou faux ? J'ai un peu plus d'unanimité sur celle-ci. Donc principalement des cartons rouges faux qui se lèvent. Alors effectivement, même si ça peut être à interprétation, mais là je vais citer Hervé Kempf, qui est journaliste et auteur, qui nous dit que l'écologie est politique, qu'elle ne peut pas se réduire à des questions de nature et de pollution, que c'est un projet de société globale. Noël, en 2 phrases, c'est quoi une société écologique ? Une société écologique, c'est une société tolérante, c'est une société ouverte à l'autre. C'est une société qui accepte l'étranger et c'est une société qui, comme l'a dit Bruno Latour ou Philippe Descola, qui sont aujourd'hui les chefs de file d'une pensée écolo philosophique, c'est avoir une relation de respect avec les autres humains et ceux qui ne sont pas qu'humains, c'est-à-dire avec ce que Bruno Latour appelait notre entourage. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas limiter l'écologie à la question uniquement de science, comme l'a dit tout à l'heure Gilles Boeuf. C'est une science, oui, l'écologie, mais c'est aussi une philosophie. Et d'ailleurs, depuis le 19e siècle, la chaîne de la pensée écologique ne s'est jamais interrompue, depuis Emerson ou Thoreau, en passant par Gortz, Illich, Ellul, Charbonneau et bien d'autres, qui ont contribué à cette pensée critique et à faire de l'écologie un outil qui est un outil d'émancipation, un outil de lutte contre les inégalités. Regardez, il n'y a pas besoin d'aller faire de grandes enquêtes pour constater que les victimes d'injustice sociale sont souvent les premières victimes d'injustice environnementale et qu'aujourd'hui le dérèglement climatique touche principalement les plus vulnérables de nos sociétés. Donc l'écologie, si on considère, si on regarde ces effets du dérèglement climatique et qu'on considère que ce sont les plus vulnérables qui sont touchés, ça veut dire que par voie de conséquence, il faut qu'on lutte contre les injustices et contre les inégalités. Et donc cette question-là est au cœur de la pensée écologique. C'est pour ça que contrairement à ce que l'on entend dans cette espèce de backlash, pour parler à la mode, adressé aux écologistes aujourd'hui, non, l'écologie n'est pas punitive. Ce qui est punitif, c'est le statu quo, c'est le système dans lequel nous vivons. Il suffit de le regarder du point de vue économique, du point de vue sanitaire, du point de vue des inégalités. Et ce qui est libérateur, c'est d'essayer de construire une société qui soit plus juste. Et donc l'écologie fait partie de ces outils. Je garde la parole une seconde pour dire combien je suis d'accord avec Gilles Boeuf lorsqu'il dit que l'anxiété, finalement, elle nous empêche d'avancer. Et il y a aujourd'hui des enquêtes qui montrent que ces jeunes qui sont atteints d'éco-anxiété, peut-être pas plus que les vieux, mais ils sont dans un certain désabusement aujourd'hui. Il y a une forme d'aquabonisme qui est en train de se créer chez ces jeunes qui ont milité pour le climat, qui ont fait des marches pour le climat, qui ont vu que rien ne changeait et qui se disent mais à quoi bon continuer d'être un activiste. Et une petite opposition à Gilles Boeuf sur la question de la population. C'est un truc qui date des néoconservateurs américains. C'est un auteur américain qui s'appelle Paul Ehrlich qui a écrit dans les années 68 un livre qui s'appelait La bombe P et qui a fait croire que notre planète était victime de la surpopulation et qui a entraîné des politiques absolument terribles, menées notamment par des grandes sociétés américaines, des grandes fondations américaines, et qui ont conduit à la stérilisation des femmes dans des pays du Sud. Donc la question de la population, c'est pas de savoir si on est trop nombreux, de toute façon c'est pas le cas, c'est la question de l'éducation. Et quand l'éducation fait des progrès dans les pays où la fertilité des femmes était très importante, où les enfants, on faisait 6 à 7 enfants par femme, on a constaté que ça a beaucoup réduit. Vous pouvez le constater, le vérifier avec des démographes comme Hervé Lebras qui l'ont très bien expliqué.
Merci, ça fait une très bonne transition avec notre table ronde. Effectivement, les personnes âgées font partie de ces publics les plus vulnérables au changement climatique. On le voit lors des différentes canicules, leur habitat est souvent peu adapté à la chaleur. Elles ont aussi moins la capacité de faire appel à d'autres personnes en cas de catastrophe naturelle. Et c'est aussi sans compter les épidémies qui sont favorisées par le dérèglement climatique. On constate que la principale motivation à agir, c'est la responsabilité vis-à-vis des générations futures. Il y a des associations écologistes comme Grands-parents pour le climat qui misent sur le lien entre climat et petits-enfants pour susciter l'envie de se mobiliser chez leurs membres. Et ce motif positif et altruiste a un nom, c'est la générativité. C'est Ziad Malas, maître de conférence, qui le définit comme un sentiment de responsabilité vis-à-vis des générations futures qui augmente avec l'âge et induit parfois une forme de culpabilité qui dépasse la cause environnementale. Alors il balaye du coup ce récit médiatique d'un conflit générationnel, puisque selon lui, la plupart des personnes âgées n'ont pas le sentiment que les jeunes sont contre elles. Et comme l'écrivait Philippe Descola, qu'on a cité, notre défi collectif est d'inventer des formes alternatives d'habiter la Terre, des formes alternatives de s'organiser entre humains, d'entretenir des relations avec les non-humains. Et j'ajouterais que ce défi, on pourra le relever que ensemble, jeunes et moins jeunes, vieux et moins vieux. Et c'est précisément ce qu'on va explorer avec nos intervenants. Donc, comment l'écologie, loin d'être un facteur de division entre générations, peut devenir un puissant vecteur d'alliance et de transmission. Donc, on démarre ce premier temps la tête dans les nuages avec toi, Myrène, puisqu'on va parler du lien avec la philosophie. Donc, au-delà des clichés, comment est-ce qu'on peut définir l'écologie comme concept rassembleur ? Ce que je vous propose, c'est de revenir à l'origine du mot, une pratique qu'on aime bien faire chez les araignées philosophes pour se mettre d'accord, parce que les mots évoluent et comme ça ne vous a pas échappé, parfois ils sont un peu instrumentalisés, je crois. Donc le mot écologie, donc éco, ça vient de oikos, c'est la maison, et donc logie de logos, l'étude. Donc littéralement, l'écologie, c'est l'étude de la maison. Donc comme concept rassembleur, j'ai pas mieux à proposer. Et je voudrais vous poser quelques questions à laisser résonner. Après, si vous voulez y répondre, vous pouvez. Est-ce que nous habitons pas tous cette même maison, qui est donc cet univers ? Comment habiter tous ensemble cette maison ? Et comment prendre soin ensemble de cette maison ? Chez les araignées philosophes, on se sert de la pensée des autres pour essayer de créer notre propre pensée. Et je voudrais vous partager un petit extrait de « Activer les possibles » d'Isabelle Stengers, qui parle donc du tissage. Au point de vue du tissu lui-même, c'est une figure de la manière dont les choses dépendent les unes des autres. Le fil, là où il est, prend son sens et donne sens à ses voisins et à ses voisines, à l'ensemble de ce qui tient. C'est le geste du tissage, c'est un geste de rendre dépendant, de passer dessus, dessous. C'est assez différent de coudre, hein, parce que là, il y a déjà un tissu et l'aiguille perce le tissu pour raccrocher quelque chose de plus. Ici, c'est vraiment les fils eux-mêmes qui doivent faire tenir. Avec le tissage, le sens se produit dans la manière dont les choses sont amenées à jouer les unes par rapport aux autres. Le sens naît de la matière qui a été ouvrée. Mais beaucoup de choses sont ouvrées. La toile d'araignée, un hommage aux araignées philosophes, est une fameuse œuvre. Quand on entend les biologistes contemporains, les vivants, c'est un art de la dépendance enchevêtrée. Donc, apprendre à dépendre, cultiver le tissu des dépendances, c'est quelque chose qu'on a peut-être beaucoup perdu, que nos institutions, Providence,
nous ont fait beaucoup perdre dans la codépendance, le faire ensemble à travers le lien de la dépendance. Il y a le co qui fait qu'on existe l'un pour l'autre, en rapport avec l'autre. Et je suis persuadée que c'est un très vieil art humain qu'il faut récupérer et réapprendre. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec toi, Noël. Tu as une longue histoire d'engagement politique. Comment tu as vu évoluer la mobilisation des différentes générations au fil du temps? Et est-ce que l'histoire qu'on nous raconte de cette fracture générationnelle réussit-elle vraiment à diviser? Non, je ne pense pas qu'il y ait de fracture générationnelle. Les adversaires de l'écologie et des projets de société que nous défendons s'attachent à essayer d'opposer les générations. Mais comme vous venez de le dire, à partir des travaux d'Isabelle Stengers et d'autres, nous sommes dépendants les uns des autres. Et en effet, les sociétés n'ont de chance de survie que si elles savent tisser des liens de dépendance entre les humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec les non-humains. Car la question qui est devant nous n'est pas simplement celle du dérèglement climatique, mais elle est aussi celle de l'effondrement de la biodiversité. Et donc, nous sommes comme une chaîne avec des maillons, et si l'un des maillons craque, c'est l'ensemble de l'écosystème et de la chaîne qui va disparaître. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les jeunes activistes d'aujourd'hui et ceux que nous avons été dans les années 70 ? Ben non. La seule différence qu'il y a entre les manifs que nous organisions dans les années 70 et celles d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, Gilles citait tout à l'heure Camille Etienne, et des bien plus jeunes qu'elle encore maintenant, ils sont saisis par le vertige de l'urgence. C'est ça qui est dans leur tête aujourd'hui. Ils savent bien qu'il n'y a plus de temps à perdre. Or, nous, dans les années 70, on sortait de cette... c'était pas une jacquerie, de cette mise en cause de la société, de ses conformismes et de ses rigidités. Après 68, et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai peut-être un peu l'esprit de l'escalier quand je dis ça, mais dans les années 68, on appelait ça le retour à la terre. Donc, se constituer, se fleurissaient un peu partout des communautés qui n'ont pas forcément bien tenu le coup. D'ailleurs, certains leaders de communautés sont devenus des bourgeois capitalistes qui ont exploité le système et qui en ont profité. Aujourd'hui, on ne parle plus de communauté, on ne parle plus de retour à la terre, on parle de bifurqueurs. On dit comment habiter la terre autrement, comme l'explique Descola ou Bruno Latour. Bruno Latour, il disait, on habite la terre comme des terriens, il faudrait l'habiter comme des terrestres, et en effet, en tenant compte de tout son entourage. Et tous ces jeunes, et pas simplement des jeunes, moi je suis allé faire des reportages dans des lieux de bifurcation, appelons-le comme ça, où il y avait des jeunes de 30 ans, et puis des personnes, des couples qui avaient plus de 65 ans. Et tout ça marchait très bien avec cette idée que le slogan des écolos dans les années 70 consistait à dire « nous avons un monde commun ». Si nous avons un monde commun, ça implique évidemment la solidarité, et ça implique qu'ensemble, on essaie de le rendre moins mauvais, moins nocif, moins toxique, et surtout vivable pour nous comme pour les générations qui viennent. C'est ça qui est l'enjeu. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai combat. Je ne sais pas s'il est toujours à l'université de Bordeaux, il s'appelle Ramzi Kecheyan. C'est un sociologue qui a beaucoup réfléchi aux questions de l'environnement et de la nature. Et il a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle La nature est un combat. C'est vrai qu'aujourd'hui, le combat, il est rude. Il est rude. Et plus on va entrer dans le dur des effets du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de voir toutes les conséquences sanitaires, économiques et autres, plus ceux qui tiennent à ce système vont essayer de le défendre à n'importe quel prix, j'allais dire, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'écologie est un enjeu considérable, parce que on ne peut pas sombrer dans cette spirale absolument catastrophique
suicidaire qui consiste à ce que celui qui n'est pas de notre avis soit considéré comme un ennemi et non pas comme un adversaire qu'il faut combattre, mais qu'il faut combattre avec les arguments de la science, les arguments de la philosophie, les arguments de la conviction. Et l'art de la conviction, ce n'est pas de s'imposer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à partir de Trump, comment cette idée que celui qui ne pense pas comme vous devient un adversaire qu'il faut combattre et dont il faut se venger, on ne peut pas accepter que ça se répande dans l'ensemble de nos sociétés et qu'on défende un monde contre un autre. Non, on est tous dans le même bateau. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui être écologiste, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est très vite stigmatisé, on est très vite accusé d'être punitif, de vouloir imposer qu'on se serre la ceinture et qu'à terme, on soit des écofascistes, si je puis dire, qui entraînent des régimes de contrainte. Sauf qu'il faut expliquer à ceux qui nous disent ça que si on ne fait rien aujourd'hui, demain, ça ne sera pas par la voie délibérative, ça ne sera pas par la voie démocratique que nous réglerons nos problèmes, mais on nous imposera des choses. Regardez déjà ce qui se passe sur la question de l'eau. Mais je pourrais citer encore bien d'autres exemples. Donc, contrairement à ce que disent nos adversaires, l'écologie, c'est un outil au service de la démocratie, du débat démocratique, pour essayer de savoir comment nous vivons ensemble. Et puis je vais dire une dernière chose que ne devraient jamais dire les écologistes, qui va être encore montée un petit peu plus du doigt. Mais vu l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, comme cela a été dit précédemment, la question qui est devant nous, c'est celle du renoncement. C'est de savoir à quoi nous sommes prêts à renoncer et comment nous y prenons-nous collectivement et démocratiquement pour décider ensemble de ce à quoi il faut renoncer, c'est-à-dire entre le nécessaire et le superflu, et comment on le fait de manière démocratique et comment on s'organise pour que ceux qui vont être les premières victimes de ces renoncements ou les plus touchés, que la société s'organise pour être solidaire avec eux. C'est ça la question qui est devant nous. Mais c'est un mot qu'on ne peut pas prononcer aujourd'hui. Parce que prononcer le mot de relancement, ça veut dire ah ben vous voulez que c'est aussitôt en douceur, aussitôt la décroissance, etc. Vous voulez qu'on revienne à la bougie contre le progrès. C'est ce qu'on me disait quand je me battais avec mes copains ici à Bordeaux contre la construction de la centrale nucléaire de Bro-et-Saint-Louis, que les écologistes appellent aujourd'hui Tchernobyl. Merci. Alors Oriane, tu travailles à la Maison de la Nature, comme je le disais. Comment tu parviens à sensibiliser les différentes générations au quotidien et est-ce que tu observes des différences d'approche ou d'action ou même de préoccupation entre ces générations ? J'aimerais juste revenir rapidement sur la notion de renoncement, si tu me le permets. Si vous êtes intéressé par cette notion de renoncement, pour ne pas parler également de redirection écologique, c'est un peu pointu, mais je vous invite à lire un trio de chercheurs qui s'appellent Diego Landivar, Emmanuel Bonnet et Alexandre Monin, qui ont monté le master, qui ont monté un master qui s'appelle Master Design de l'Anthropocène et qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle Fermeture, héritage et fermeture. Voilà, donc ça c'est une petite proposition bibliographique sur la notion de renoncement. Et il y a également une fresque de renoncement. On parle beaucoup de fresques aujourd'hui. Ça a été mis en valeur par la fresque du climat, mais il y a plein d'autres fresques qui existent, dont la fresque de la biodiversité d'ailleurs. Et donc la fresque de renoncement existe. Elle est disponible gratuitement en ligne, en droit commun. Donc en Creative Commons, comme on dit. Donc n'hésitez pas à me demander après si vous êtes intéressé. Pour revenir à la MNE, donc la Maison de la Nature et de l'Environnement, je vais peut-être la présenter très rapidement, ce sera plus simple, pour que vous compreniez. Donc la Maison de la Nature et de l'Environnement est une structure qui a été créée en 1983, qui s'appelait à l'époque le CRI, le Centre Régional d'Information Environnementale. Et donc ça a été créé, comme on pourrait dire, par des vieux de la vieille. Et ces vieux de la vieille étaient vraiment stricto sensu naturalistes. Elle a changé de nom en 1995 quand la mairie de Bordeaux, merci la mairie de Bordeaux, je vois qu'il y a Olivier Cazot qui est là, qui a mis à disposition, à l'époque vous n'étiez pas élu monsieur Cazot, mais bref, la mairie de Bordeaux a mis à disposition, pas très loin d'ici, un espace qui a permis à plusieurs structures écologistes et écologiques et naturalistes, à proprement parler, de se retrouver. Donc c'est devenu la Maison
de la nature et l'environnement. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après, donc moi j'en suis coordinatrice, donc salariée, ça va bientôt faire 5 ans que j'y travaille, et plus de 40 ans après, on se rend compte que finalement les structures naturalistes, elles sont plus trop présentes, et qu'il y a une cinquantaine de structures qui représentent la MNE, et ces cinquantaines de structures, elles sont toutes actives sur ce qu'on appelle la transition écologique. Moi, je préfère utiliser le terme transformation écologique, mais bref, le terme de transition écologique est celui qui est le plus employé, donc je l'utilise. Et donc, dans toutes ces structures qui sont actives pour la transition écologique, il y a plein de manières de faire différentes. Il y a ce qu'on appelle de la sensibilisation simple, avec des petits ateliers d'animation. Quand je dis simple et petit, c'est pas du tout réducteur de ma part, hein. C'est vraiment pour toucher un public qu'on pourrait considérer comme éloigné de la question écologique, comme on pourrait le faire également en médiation culturelle dans les musées, donc toucher un public qui est éloigné de la question culturelle. Donc là, c'est pareil avec l'écologie. Donc des ateliers de sensibilisation sur plein de thématiques différentes, avec la notion d'éducation populaire qui est assez importante dans les différentes pratiques. Après, il y a des structures qui font également du plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'est vraiment pour porter un message politique. Merci de l'avoir souligné, Noël. Donc cette notion de politique est très très importante. Et c'est pas pour faire de la politique politicarde, c'est vraiment pour faire quelque chose de noble, une action noble en lien bien sûr avec l'écologie. Et après, l'idée de la Maison Nature et Environnement, donc maintenant on a un nouvel espace, on n'est plus rue de Tauziat, on est sur le quai de Brazza, on a traversé la Garonne, on est sur la rive droite de Bordeaux, donc c'est une nouvelle fois la mairie de Bordeaux, et une nouvelle fois je les remercie de nous avoir mis à disposition, on a gagné 400 mètres carrés, donc on a 800 mètres carrés pour pouvoir accueillir en fait toutes ces structures de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS, dont les associations représentent l'ESS également. Et donc on a un tiers-lieu, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, mais ces tiers-lieux, je pense que ça existe depuis que l'humanité existe, mais aujourd'hui, depuis quelques années, on leur a donné un nom, histoire de tout conceptualiser. C'est cet espace qui n'est ni la maison ni le travail, et donc qui permet la rencontre entre toutes les personnes qui souhaitent partager le sujet de l'écologie, partager l'action écologique. Donc on est autant dans le dire que dans le faire à la MNE. Et plus pratiquement, de manière un peu plus pratico-pratique, les différentes manières de sensibiliser, elles passent donc voilà, par la sensibilisation, le plaidoyer, mais aussi par les manières de faire. Donc la Maison de la Nature et de l'Environnement est une association qui est portée par un conseil d'administration, un bureau, et donc ce sont des personnes qui représentent leur structure. Et donc là aussi, on a une diversité générationnelle dans notre conseil d'administration. Donc ça, c'est hyper important pour voir ce que les jeunes ont apporté aux vieux. Désolée pour cette binarité, mais malheureusement, c'est celle qui est utilisée aujourd'hui. Et ce que les vieux ont apporté aux jeunes et vice-versa. Voilà, donc ça se passe à la fois par la gouvernance, mais aussi par les différentes types d'actions. Et là, je prends mon autre casquette, qui est celle d'être gérante de l'atelier Comoko. Donc, il y a une petite erreur dans le programme. Comoko, ça veut dire composons des mondes communs. On parlait de mondes communs tout à l'heure. Donc, c'est une structure que j'ai montée en 2019 pour accompagner l'intelligence collective et donc de faire de toutes les intelligences individuelles que vous êtes aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui, une intelligence collective pour le faire ensemble. Donc en fait, moi je pars du principe que c'est en premier lieu, il faut faire intelligence collective pour pouvoir répondre à l'urgence qu'est la nôtre. Et par exemple, moi, à l'atelier Comoko, quand je fais des accompagnements, là, par exemple, moi, je n'aurais pas fait de plénière, j'aurais bien aimé faire un cercle, je ne nous aurais pas mis en opposition comme ça, et physiquement, on n'aurait pas du tout eu la même dynamique d'échange humain, etc., etc. On aurait été en collectif, et voilà, le placement de nos corps et le placement de nos manières de parler, d'échanger, a une grande importance pour éviter le conflit et éviter voilà, la binarité des rapports humains. Voilà, donc j'en ai fini pour les actions. Merci. Et on parlait aussi d'effondrement On a évoqué l'effondrement de la biodiversité. Gilles, du coup, comment cette biodiversité peut devenir un sujet de préoccupation et d'action commune entre les générations? Et aussi, en deuxième question, quels sont les savoirs écologiques que les différentes générations peuvent s'apporter mutuellement?
en premier lieu, se rappeler que nous sommes vivants. Parce que Trump, il ne sait pas qu'il est vivant. Il ne sait pas qu'il est fait de flotte. Si chaque seconde, vous vous disiez, là, en ce moment, hein, je suis vivant, je me pince, vous éviteriez un tas de bêtises, en fait. Depuis le départ, c'est comme ça. Et ce n'est pas que entre les humains. Hein. Là, tous ici dans la salle, chacun d'entre nous, dans notre intestin, dans les vagins féminins, dans nos cheveux, nos trous de nez, on est rempli d'êtres vivants. Un être humain, c'est plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Jamais seul. Il faut vous le dire absolument en permanence. Votre lit, là où je suis, là, c'est bourré d'acariens, là. Là, je vous en trouve 1 million, là, sur quelques mètres carrés. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils mangent nos cheveux, nos poils, les cellules de la peau qui se desquament. Depuis le début, et nous, quand on est parti avec Tara, pour ça qu'il faut faire de la science aussi, hein, c'est vraiment important. Hein. On quitte le port de Lorient en 2009 avec une goélette. En 4 ans, on fait un tour du monde. Dès le premier coup du filet à plancton au large de l'Orient, on ramène des micro-organismes, des bactéries, des protistes, des levures, du phytoplancton, des micro-algues. Hein, et on se rend compte que c'est incroyablement lié. Tout à l'heure, je suis entièrement en accord avec toi, Noël, je ne suis pas du tout contre. Sur la démographie, je dirais simplement qu'il faut tenir compte du fait aussi que si on n'était pas 8 milliards, ça irait mieux. C'est tout ce que je dis. Je ne veux pas tuer les gens qui démarrent. Puis je comprends une jeune fille qui se dit, je réfléchis à mettre mon bébé au monde quand elle m'a écouté, quand je raconte comment sera le climat en 2050. C'est tout. Tout le reste, on est d'accord. Écologie punitive, on a fait un papier il y a 1 an dans Le Monde avec Marc-André Sellos, c'est la pire des stupidités. La punition, c'est de faire un cancer à 30 ans parce qu'on a bouffé des pesticides. Ah, c'est une vraie punition. Et c'est pas de gauche et de droite, mon histoire, qui est là. Hein. Quand je vois le Sénat actuel qui refuse une loi simplement pour dire, voilà, 200 mètres entre un dépannage de pesticides et un point d'extraction d'eau potable, comment on peut être contre ça? Alors, je vais continuer à vous choquer un tout petit peu. Nous sommes vivants, ok. Nous sommes des animaux. C'est classique. Moi, c'est mon boulot. Ça fait 35 ans que j'enseigne ça dans toutes les grandes écoles, en fait. On a la même glande thyroïde qu'une truite. Voilà. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Les médecins, c'est une glande thyroïde, la truite, bien sûr. La truite, c'est une glande thyroïde. Donc, on fait les mêmes hormones thyroïdiennes. Je suis endocrinologue, c'est mon métier de base. On s'est développé, on a grandi, on s'est reproduit. Superbe. On n'est pas qu'une truite, on est d'accord. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais nous sommes profondément animaux. Et ça, c'est très intéressant d'y réfléchir. Et en fait, si on y pensait en permanence, ça changerait en fait beaucoup de choses. En ce moment, je suis conseiller régional, je suis élu, et ma charge, moi, c'est One Health, une seule santé. Je suis tous les virus qui, en ce moment, sont en train de pénétrer la Nouvelle-Aquitaine, liés soit au changement climatique, soit liés au changement climatique, au mouvement des immigrants, il y en a partout. Hein. Les virus, ils migrent très bien, les protistes, les levures aussi, tout ça, ça migre. Il faut dire à l'humain, voilà, nous sommes cette construction biologique, jamais seul. Donc il faut en tenir compte. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide, voilà. C'est pas fait pour laver sa bagnole. Et ça, il faut qu'on se le dise en permanence. Quand un paysan des Landes, j'étais à Dax hier soir à faire une conférence, professeur, il me faut de l'eau pour mon maïs. Ouais, mais il me faut de l'eau pour élever un bébé humain aussi. Donc si on va vers des systèmes justement prévus par nos collègues climatologues, on aura moins de précipitations. Et il y aura des conflits d'usage. Comment on va en tenir compte? Ce sont des questions qui sont absolument essentielles. Reconnaître ce qu'on est. Un humain, c'est de la flotte et des cellules. Et quand on est parti avec Tara, je reviens à Tara, on va analyser des virus. On va ramener 600 000 séquences d'êtres vivants pas connus. Des virus, des bactéries et des protistes. Les protistes sont de grosses cellules. Elles ont un noyau. C'est la différence par rapport aux cellules. Et ces protistes, en fait, ils sont fondamentaux. Moi, je n'ai pas d'image. Les dinoflagellés de l'océan, écoutez, ils nous font la moitié de l'oxygène de la Terre. Et moi qui suis surtout océano, vous savez bien qu'on arrête de l'imaginer comme une poubelle. L'eau de mer ne sait pas stocker du CO2 et émettre de l'oxygène. C'est le vivant dans l'eau de mer qui sait faire ça. Et ça, on l'oublie complètement. Donc pensez à ces micro-algues quand vous allez vous baigner, que vous avalez, c'est absolument parfait, à ces virus qui vous entourent, à ces bactéries. Pensez aux acariens de votre lit ce soir, hein, et qu'on dorme tout seul ou à deux, ça marche mon truc. Hein. C'est ça la question essentielle. Nous sommes vivants, donc on ne peut pas échapper à ce qu'on vient de discuter depuis tout à l'heure là.
les philosophes s'en emparent maintenant. Moi, mon grand ami, c'est Edgar Morin. Edgar a eu 104 ans il y a quelques semaines, le 8 juillet dernier. Edgar découvre l'écologie scientifique. En 1993, il fait un livre qui s'appelle « La Terre-Patrie ». Il a merveilleusement compris ces questions-là, et ça entraîne tout ce que Noël a décrit tout à l'heure sur cet ultralibéralisme avec ses monstrueuses inégalités sociales. Pour ça que souvent je me dis, mais comment ferait le vivant dans la situation dans laquelle on se trouve? J'adore regarder ça. On lance un MOOC en ce moment qui s'appelle « Solutions basées sur la nature » avec l'OFB. Hein. On a commencé là avec les collègues mardi dernier, parce que le vivant a les réponses à tout. Et je reviens à Tara, on se rend compte, on a analysé 100 000 relations entre des bactéries, des virus et des protistes. Il y a infiniment plus de commensalisme, de mutualisme, de symbiose, d'entraide et de coopération que de compétition. D'ailleurs, on le voit très bien, nous, au niveau des... Moi, j'étais 5 ans au bureau de l'IPBES. Eh bien, partout, le vivant s'effondre, mais moins dans les territoires gérés par des populations autochtones. Ils font beaucoup plus attention que nous. On voit qu'ils sont totalement globaux. Si l'humain n'est pas capable de s'intégrer dans ces survivants dans lesquels il est, et je terminerai en vous disant que vous ne mangez que du vivant. Et vous ne coopérez qu'avec du vivant. Et on sait maintenant, nous on travaille beaucoup là-dessus, que le moins de désaccord entre nos bactéries symbiontes dans l'intestin ou dans le vagin, c'est 1000 bactéries dans le vagin féminin. Qu'est-ce qu'on connaît là-dessus? Eh bien, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, si on a des désaccords avec eux, c'est l'hypertension artérielle, c'est Alzheimer, c'est l'autisme. Bon, un chien, alors, pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte? Un moment clé magnifique à raconter, c'est la naissance d'un bébé. Le bébé, il est quasi axénique, il est protégé par le placenta de sa maman, il n'y a pas de bactéries. Au moment où il naît, il va mettre, ça dépend si c'est un premier ou un huitième, hein, entre quelques heures et quelques minutes pour sortir. Et quand la sage-femme le prend, le secoue par les pieds, il gonfle ses premiers petits poumons, il ne s'est pas contaminé, il s'est ensemencé des bactéries du tractus génital de sa maman. Et on sait maintenant que si ça se passe mal, ça donne de très mauvais résultats. Il y a beaucoup d'hommes politiques qu'on connaît dont ça s'est très mal passé, l'ensemencement bactérien à la naissance. Je vous laisse être trouvé par vous-même. Qu'est-ce qu'on fait en cas de césarienne maintenant, depuis une vingtaine d'années? On fait un frottis vaginal à la maman et on remet ces bactéries dans l'anus et la bouche du bébé. C'est ça le système. Et je vais parler un tout petit peu d'eau pour finir. L'eau, pour moi, c'est la clé des systèmes, quoi. On n'a toujours pas compris que tous les êtres vivants du coronavirus 19 à l'humain sont faits d'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie existe, en fait. Et ça, on s'en fout. On lave sa bagnole, on fait n'importe quoi, en fait. Parce que l'eau, c'est à la fois de la quantité, mais de la qualité aussi. Et ça, on le vit dramatiquement dans la région Nouvelle-Aquitaine depuis quelque temps. Hein. Voilà. Et donc, une seule santé, c'est ça. C'est d'admettre que, continuer à croire que si on abîme notre environnement, on ne sera pas malade, c'est la pire des stupidités. Et en aucun cas, on mérite ce nom de sapiens dont nous-mêmes, on s'est affublés. Alors, Oriane, tu souhaitais réagir? Je voulais juste compléter... Ça marche pas? Si vous m'entendez? Je voulais juste compléter les propos de Gilles. Donc, Gilles a évoqué l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Gilles a également évoqué les océans. Pour l'information, si vous ne l'avez pas vu passer dans les médias cette semaine, il y a le Stockholm Resilience Center qui est basé donc à Stockholm, comme son nom l'indique, qui a proposé 9 frontières planétaires ou limites planétaires. Ça dépend comment vous vous positionnez par rapport à ces termes. Et donc, nous venons de dépasser la 7e limite planétaire, qui est celle de l'acidification des océans. Donc là, quand on parle de vie dans les océans... De l'océan, il n'y en a qu'un. De l'océan. Je veux dire beaucoup parce qu'à 400 mètres de fond, où que vous soyez, c'est la même composition. Il y a une infinité de mers différentes, la Caspienne, c'est pas la Baltique, mais un océan mondial, et c'est pour ça qu'il a ce rôle sur le climat, l'océan. Et c'est l'océan vivant qui joue le rôle que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Nos collègues du Vendée Globe, quand ils font le tour du monde, ils trouvent pas. C'est les géographes qui ont mis des pointillés sur des cartes. Ça n'existe pas dans la nature et dans le vivant. Hein. C'est la même eau, depuis 100 millions d'années, elle n'a pas changé. Et chacun d'entre nous, on a un petit océan. Regardez avec tendresse votre prochaine prise de sang. Faites-le, hein. 142 millimoles de sodium, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, 105 millimoles de chlorure, 4 millimoles de potassium. La vie est née dans l'océan. On a un petit océan, chacun d'entre nous, 3 fois moins salé que le grand frère. Donc un océan, une infinité de mers différentes.
Juste un petit commentaire, parce que en écoutant Gilles et la question de l'océan et de l'eau, je me dis que le nouveau slogan des écolos, ça pourrait être « ça baigne ». Mais ce que tu viens d'expliquer, on avait l'impression qu'on était en opposition sur la question de la science. Tout ce que tu viens d'expliquer, c'est scientifique et on a besoin des scientifiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les adversaires de l'écologie qualifient des personnalités comme Valérie Masson-Delmotte et quelques autres, ou même Gilles Boeuf, les qualifient de scientifiques engagés et militants. Tout simplement parce qu'ils nous donnent les chiffres. Comme le disait Lacan, la réalité, c'est quand on se cogne contre elle. Eh bien, simplement, ils nous donnent une réalité face à laquelle on se cogne. Et je regardais dans un journal qui s'appelle Le Monde, tout simplement, il y a 2 jours, un papier qui est sorti je crois dans la revue Nature, ou une grande revue scientifique, qui est effrayante, selon laquelle en 2050, ça correspond exactement à ce que disait Gilles, en 2050, les cancers auraient doublé, multiplié par 2 d'ici 2050. C'est absolument effrayant. Et dernière chose, parce que je pense qu'il est très important de le dire, comme le monde des vivants, c'était le monde forcément de la solidarité et le monde de l'entraide, contrairement à ce qu'on nous raconte, et à ce qu'avait voulu faire croire un certain type de société, l'homme n'est pas né avec le gène de l'égoïsme et de la compétition, il est né avec le gène de l'entraide. Ça a été très bien dit par Kropotkin et par un Bordelais qui était né à Sainte-Foy-la-Grande, qui s'appelle Élisée Reclus, et notamment l'entraide. Et ça a été répété par un jeune scientifique qui a été qualifié de collapsologue, celui qui s'appelle Pablo Servigne, et qui, avec Raphaël Stevens, avait écrit un livre « Comment tout peut s'effondrer ». De là est née la collapsologie, il est devenu à ses dépens et contre son gré une sorte de gourou de la fin du monde, alors que c'est absolument pas ce qu'il défendait, mais il a écrit un autre livre qui s'intitule « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Moi, je vous recommande vivement de le lire, parce que vous constaterez que chaque fois que les sociétés humaines sont confrontées à des difficultés, c'est d'abord la solidarité qui prime. Et je rajoute qu'il y a juste un mois, il y a 25 août dernier, dans Le Monde, on a fait un papier avec Marc-André Sellos, oui, je l'ai vu, qui est de dire pourquoi aujourd'hui on n'écoute plus les scientifiques. Alors on me dit, ils sont ultra-gauche. Attendez, faire un cancer parce qu'on a bouffé du glyphosate, c'est droite ou de gauche, dites-moi un petit peu. On a la même physiologie. Et là on dit, il faut réconcilier les scientifiques, les politiques et les citoyens. Et ça, aujourd'hui, nous, on le vit très très mal, parce qu'on se fait attaquer de partout. C'est pas possible. Pourquoi ? Tout ce qu'on vit là, c'est la science qui nous a amenés à ce qu'on est. La moyenne d'âge, 85 ans chez les femmes ce matin en France, 79 les garçons. Le progrès, on peut en discuter longtemps, mais le confort à peu près auquel on est parvenu, c'est grâce à de la science et de la technologie. Maintenant, ça on l'admet, on l'utilise, mais par contre, on nie nos résultats récents parce que ça les emmerde. C'est pas possible de continuer comme ça. Et là, il y a un vrai combat. Et là, il nous faut tout le monde sur le pont, tous les citoyens, pour nous aider effectivement à communiquer là-dessus. Et on est en guerre, je suis entièrement d'accord aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'amène ? Le mot sobriété n'a pas été dit, je préfère un peu le mot sobriété. Mais décroissance, c'est un mot que je n'utilise jamais. D'abord, ça fait des boutons aux autres, ça ne sert à rien. On va s'engueuler dès le départ. C'est une erreur sémantique terrible. Mais une croissance différente, bien évidemment. La sobriété, oui, parce que je crois qu'il y a des choses aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse avec. C'est pour ça que l'autre jour, je prends un exemple très précis, c'est très concret. Après, je reprends la main un peu. Je m'engueule avec le patron de l'aéroport de Perpignan. Billet d'avion Bordeaux-Marrakech, 4,99 €. Ça, c'est pas possible. Et ça, pour compléter ce que dit Gilles, parce que c'est une question très importante sur laquelle on a réfléchi, qui a été réfléchi par des philosophes, notamment un Bordelais qui s'appelle Jacques Ellul, c'est la question du progrès. Pendant longtemps, on nous a fait croire que le progrès était linéaire, grâce au progrès technique. Sauf que la technique, comme nous l'a enseigné Ellul, elle est ambivalente. L'exemple de l'intelligence artificielle est tout à fait significatif de ce point de vue. Autant il va apporter des progrès considérables dans la médecine et dans un certain nombre de disciplines,
Mais autant cet outil, s'il n'est pas contrôlé démocratiquement, il peut se retourner contre nous, nous asservir, contribuer à la surveillance généralisée des sociétés. Donc c'est la raison pour laquelle l'écologie est une pensée qui est absolument nécessaire pour garder cette distance critique. Mais l'enjeu qui est devant nous, c'est comment expliquer ça, comment convaincre ceux qui aujourd'hui sont confrontés à ce qu'on appelle où chaque fin du mois devient une fin du monde, c'est un lieu commun aujourd'hui, mais il y a effectivement des familles qui sont confrontées à la survie. Quand vous êtes en situation de survie, vous n'êtes pas apte à entendre le discours des écologistes parce qu'ils considèrent que ce discours-là est tenu par des gens qui ont déjà tout, qui sont des nantis, et que quand ils vont aller dans un supermarché, ils vont d'abord acheter tout ce qui est fait par l'agroalimentaire et qui est en train de nous flinguer. Alors, on a parlé des sciences, on a parlé de sémantique, et justement, quand on avait préparé cette table ronde, Oriane, c'est toi qui avais particulièrement insisté là-dessus, sur l'importance du sens des mots. On avait évoqué, par exemple, donc là, on parlait de décroissance, sobriété, mais nous, ce qu'on avait abordé en la préparant, c'était aussi cette notion d'écoterrorisme, et par exemple, comment les mots peuvent aussi faire du mal. Pourquoi est-ce que c'est si important, d'après toi, le sens qu'on donne aux mots? Je me souviens quand on avait préparé cette scène ouverte, on ne va pas appeler plénière ni table ronde parce que ce n'est pas une table, je crois que j'avais utilisé le terme débattre, j'avais parlé du mot débattre et que la racine étymologique du mot débattre, c'était tout faire pour ne pas se battre. Ça en dit long sur les débats télévisés notamment. Bref. Donc oui, le terme écoterrorisme, je pense que c'est peut-être aussi Noël qui peut revenir dessus, parce que je crois qu'à l'époque, quand il a été évoqué au début des années 2020 par nos chers politiques, Noël, tu avais été sollicité par les médias pour revenir sur ce terme. Moi, bien sûr, je pense à Pierre Bourdieu qui pourrait dire que, bien sûr, le langage est porteur d'un pouvoir sémantique et les personnalités politiques le savent très très bien, les journalistes le savent très 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 bien. Et donc ce terme d'écoterrorisme, pour revenir dessus, en effet, à quoi il fait appel? Il fait appel à nos émotions. On vit dans un climat de terreur. Donc 2015, il y avait la COP21, mais en 2015, c'est aussi les attentats qui ont eu lieu à Paris. Et donc, on a été mis dans un climat de terreur. Et donc, c'est un certain homme politique, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Gérald Darmanin, je crois, qui a nommé certains activistes écologistes durant le rassemblement qu'il y a eu à Sainte-Soline il y a 2 ans, déjà 3 ans, les soulèvements de la terre, pour les bassines. Donc ce terme écoterroriste, clairement, qui est un néologisme, qui a été proposé dans les années 80, je crois, par le FBI aux États-Unis, pour dénoncer les personnes qui s'engageaient contre les maltraitances animales, a été récupéré par nos hommes politiques pour dénoncer les personnes qui souhaitent faire du bien au sol, faire du bien, c'est un peu bisounours de dire les choses comme ça, mais qui souhaitent porter une action en faveur de nos sols, qui plus est de notre santé. Gilles parlait de One Health, donc une santé. On parle également de santé planétaire, donc c'est des actions qui sont logiquement en faveur de notre santé commune. Voilà, donc en effet l'importance des mots, parce qu'il y a régulièrement des abus de langage, parce que les mots sont vraiment utilisés comme des outils de bataille sémantique. On parle une fois de plus de guerre, on parle de peur, et bien sûr la peur, on parlait d'éco-anxiété, la peur elle nous prostre, et du coup on n'agit plus, et ça permet aussi de stigmatiser un certain public, notamment les jeunes qui souhaitent s'engager, pourquoi pas aussi sur ce qu'on appelle de l'action directe. Et donc attention, si vous êtes traité d'éco-terroriste, vos parents pourraient vous regarder d'une manière particulière, vos grands-parents pourraient vous regarder d'une manière particulière, donc vous avez peur d'aller sur le terrain et agir pour quelque chose de profondément vertueux. Ils sont là sur cette d'Escola d'éco-terroristes. Philippe tout à fait. On m'a appelé Philippe d'Escola, du Collège de France, on est collègues au collège, traité d'éco-terroriste alors qu'il a passé sa vie à travailler sur les Amérindiens d'Équateur. C'est effrayant. C'est effrayant, d'ailleurs. Moi, je l'avais écrit à l'époque, mais quand Gérald Darmanin a traité d'éco-terroristes et les activistes qui se battaient contre les méga-bassines à Sainte-Soline, je trouve qu'il y a une forme d'obscénité politique à dire ça. Dans un pays qui, n'oublions pas, a connu les attentats contre Charlie, les attentats contre le Bataclan, ça c'est du terrorisme. Mais faire un amalgame et un parallélisme
entre les activistes écologistes et les terroristes, je dirais que c'est dégueulasse. Et c'est vrai qu'il y a un dicton selon lequel les mots n'ont pas de sens, mais que des usages. Et donc on voit bien comment aujourd'hui, que ce soit chez les politiques ou dans les médias, comment les mots, le sens des mots est complètement colonisé. Par exemple, l'extrême droite, il y a 2 ans de cela, au cours de ses universités d'été, a théorisé d'une certaine manière ce qu'elle a appelé l'écologie du bon sens. Le bon sens. Vous voyez bien, quand Trump est élu pour la 2e fois, il parle de la révolution du bon sens. Le bon sens, ce n'est rien d'autre que la dictature des idées simples. Et le bon sens, c'est fait pour maquiller, pour essayer d'effacer tout ce qu'il y a de complexe dans nos sociétés. C'est répondre à 2 des 3 poisons qui minent nos sociétés aujourd'hui, qui sont la dictature de l'émotion, la tyrannie de l'instant et la simplification. Vous voyez bien que beaucoup de politiques relayées par les réseaux sociaux et par les médias s'attachent à faire en sorte de nous présenter un monde binaire. Et quand vous allez dans les médias, moi je n'y vais plus beaucoup pour cette raison, vous êtes sous une injonction. Vous êtes pour ou vous êtes contre. Il n'y a aucune place à l'espace entre les deux pour expliciter la complexité du monde. C'est pour ça que l'écologie, c'est si difficile à faire passer, elle est si difficile à comprendre. Parce que l'écologie, c'est une pensée de la complexité. Ce n'est pas une pensée de la simplification. Ce n'est pas Bush Junior qui, au lendemain du 11 septembre, déclare la guerre du bien contre le mal. Ben non, c'est pas ça. La politique, au sens noble du terme, c'est pas la lutte du bien contre le mal, c'est la recherche de ce qui est juste. L'émotion. Regardez comment s'est développé dans notre pays le populisme pénal. À chaque fait divers, on va voter des lois. J'ai été député pendant 20 ans. La construction de l'état de droit, elle ne se fait pas à chaud, elle se fait à froid, dans le débat, dans la délibération et dans le contradictoire. Et je vois que, en fait, aujourd'hui, on est confronté à ces 3 poisons et que ça ne fait que contribuer à réduire, à réduire notre capacité à interpeller la société, notre capacité à agir collectivement. Comme ça a été souligné avant moi, il ne faut pas croire que... Essayer de nous isoler comme des individus. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, contrairement à ce qu'ils racontent, ne nous permettent pas de communiquer entre nous, beaucoup mieux. Ils nous isolent dans des bulles. Ils nous confortent dans notre idée, dans les idées préconçues et les préjugés que l'on peut avoir. Il y a même des algorithmes qui sont conçus pour ça. Et donc, plutôt que au lieu de faire en sorte que les sociétés, qu'on mette sur la table de la société l'ensemble des problèmes dont on va débattre démocratiquement sous diverses formes qui sont prêtes, qui permettent à chacun de s'exprimer et qu'il soit regardé non pas pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il est et ce qu'il apporte. Aujourd'hui, on est dans une société qui, au nom de la communication, favorise l'isolement. Et donc, par exemple, le bon sens, c'est devenu le faux-nez de tous ceux qui voudraient nous imposer leur point de vue. C'est le faux-nez de ce que j'appelle, dans la lignée de ce qu'a dit Gilles, de la coalition du déni. Nous sommes en face d'une coalition du déni qui va de la FNSEA jusqu'à l'extrême droite, en passant par un certain nombre de partis politiques. Claude Malhuret les appelle les réseaux asociaux. Oui. Ce sénateur qui a traité Musk de bouffon sous kétamine. Oriane, en deux mots. 2 mots. Je voulais juste, pour celles et ceux qui sont intéressés par la question du bon sens, il y a prochainement une rencontre à Cap Science, je crois que c'est en fin d'année, sur ce qu'est le bon sens. Donc je pense que ça peut être ouvert à débat, ça peut être très intéressant de s'y rendre. Et je voulais également, en préparant la notion autour de l'écoterrorisme, donc le terme écoterrorisme n'a jamais été utilisé par les tribunaux, c'est important de le dire. Par contre, le terme de terrorisme écologique existe. Et ça représente toute action qui porte atteinte à notre environnement. Donc là, je vous rappelle, l'État français a été puni pour inaction climatique. Donc là, je vous laisse réfléchir par vous-même avec votre capacité de raisonnement sur les différences qui sont faites avec les mots.
Merci. Et je crois que Myrène a prévu de vous faire réfléchir aussi avec un exercice d'éco-biographie. Alors, je te laisse nous expliquer ce que c'est. Merci. L'idée, c'est de continuer ce manifeste pour la nuance ou vers la nuance. Vous aurez compris que j'ai pris toute ma bibliothèque et que je me sers de la pensée des autres pour essayer de penser ensemble. Et là, donc, c'est Jean-Philippe Piron. Je est un nous, rien que le plaisir de dire ce titre avec vous. Et il propose un exercice qui est donc une éco-biographie. Donc c'est un néologisme et qui aurait pu donc trouver sa place dans le dictionnaire des mots manquants. Ce serait un exercice de soi, nous invitant à regarder notre sensibilité à la nature en identifiant par un travail de mémoire des émotions éprouvées, qu'il s'agisse de joie, de colère, douceur, tendresse, violence, peu importe, mais c'est relatif à une expérience de cosmicité intime, de lien vers l'univers. Ce serait un exercice d'écriture, on lui donnerait la forme qu'on voudrait, ce serait une reprise réflexive d'une expérience de nature intime. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir à un souvenir, vous, intimement, avec la nature et tous vos sens. Et je vous invite à pratiquer ce curriculum vitae de nos expériences avec la nature. Un grand merci à Jean-Philippe Piron. Je vois que tout le monde se perd dans ses souvenirs et c'est très bien. Alors, on a pris un petit peu de retard avec notre table ronde, mais j'aimerais quand même vous laisser un dernier mot à nos intervenants, puisqu'après, on voulait aussi vous laisser la parole à vous dans la salle. Gilles, j'aurais aimé qu'on revienne sur cette notion de générativité. Donc c'était un peu ce sentiment de responsabilité envers les générations futures. D'ailleurs, ce contre-salon en est aussi un exemple, puisque vous préparez votre avenir, mais aussi celui des jeunes. Est-ce que cette générativité peut être un moteur d'action collective plutôt qu'une source de culpabilité ? Il faut qu'elle le soit. Je pense que si on passe notre temps à nous culpabiliser, on ne va pas avancer du tout, hein. Et puis ça va créer des problèmes. Je vous donne un exemple, une anecdote que je vais vous raconter entre les vieux et les jeunes. Moi, je m'occupais des Jeux Olympiques, hein, je m'occupais pour faire des Jeux Olympiques vertueux. On a beaucoup travaillé là-dessus. Je connaissais bien le maire d'Aubervilliers. Et j'ai un ami qui a un beau bateau, il a une goélette. Et il me dit, voilà, j'ai de l'argent. Le maire d'Aubervilliers, eh bien, vous me trouvez 20 garçons et 20 filles qui n'ont jamais vu l'océan. Nés à Aubervilliers. Je les emmène à Bénodet. C'était donc durant l'été 2020, début du mois d'août 2020, et on fait un tour de la Bretagne Sud. Magnifique, un temps de curé à l'époque, des dauphins partout à l'île de Groix ce soir-là, c'est magnifique. Et puis alors, on leur dit, bah, écoutez, ce soir, on faisait du cabotage, on passait de port en port, hein. Ils découvraient l'océan, c'est jeune, hein. Et puis, on dit, bah, ce soir, on ne rentre pas au port, c'est trop beau. J'ai eu une mutinerie, il n'y avait pas de réseau. Donc c'est très important parce que je ne suis pas en train de vilipender qui que ce soit, mais alors entre la jeune génération et la nouvelle, moi je vois comment les personnes âgées maintenant ont du mal aussi dans des questions. Maintenant on ne peut plus aller sur quoi que ce soit au niveau législatif sans bricoler un petit peu au niveau Internet aussi, hein. On n'a même plus accès par d'autres systèmes, hein. Quand je vois aussi l'effondrement des réseaux de trains ici locaux, et puis aussi l'histoire, les gilets jaunes, c'est un joli exemple pour moi parce que ça naît dans l'idée de quelqu'un à Paris. Venez vivre dans la Creuse ou dans la Corrèze, il n'y a pas un gynécologue dans le département, il n'y a pas un dermatologue dans le département. Et c'est là la communication avec les gens du bas, tu vois, que peut-être en écologisme, on a un petit peu raté. On a laissé la place à des gens très dangereux qui s'y immiscent en ce moment en permanence, hein,
comment on vit, et puis arrêtez de leur dire vous êtes trop gros parce que vous bouffez mal. Il y a vraiment une raison essentielle, hein. On le voit très bien, nous, en pathologie aujourd'hui, hein. Un drame qu'on vit en ce moment, c'est le manque d'activité physique chez les enfants. Je travaille là-dessus. Nos petites filles de Nouvelle-Aquitaine, nos petits garçons, courent beaucoup moins vite, ils sautent moins loin, ils lancent moins loin que les mêmes il y a 40 ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait que chez des gamins, l'activité physique, elle est essentielle. Pour l'activité psychique aussi. Hein. Donc c'est tout ça en fait. Donc, génération, le conflit, il rime à rien du tout. Les anciens, bon, ils jouent un rôle important. Moi, je crois beaucoup à l'éducation. Les parents, ils bossent beaucoup. Les grands-parents participent aussi. Moi, j'ai 2 filles et 5 petites filles. Croyez-moi que c'est du travail. Hein. Et je leur explique justement qu'il ne faut pas qu'elles se laissent faire. Hein. Parce qu'on n'en a pas parlé du tout aussi. Hein. C'est la misogynie ambiante qui est dramatique aujourd'hui. Et je vais terminer sur 2 chiffres. J'ai aimé ce que tout à l'heure, au moment du Bataclan, les Nations Unies publient 2 chiffres. Le nombre de citoyens de la Terre sous le seuil d'extrême pauvreté. Moins de $1 par jour et par personne. 73% de femmes. Il naît en France 52% de garçons. On a le même nombre de garçons et de filles vers 25 ans, et ça diminue après chez les garçons. Ils prennent des risques. À l'âge d'Edgar Morin, à 104 ans, il y a 5 femmes pour un homme. Il n'y a plus d'hommes en France passé 110 ans. C'est intéressant. Et le deuxième aspect que je trouve absolument lamentable, c'est que dans les grands accidents, quels qu'ils soient naturels, hein, un volcan qui crache, un tsunami, un effondrement quelconque, les 3/4 des victimes sont des femmes. N'oubliez pas qu'il y a quand même 700 millions de petites filles qui ne vont pas à l'école. Enfin, je pense qu'au niveau de l'écologisme, il faut qu'on se batte beaucoup plus pour ça. Hein, parce qu'elles vont chercher de l'eau, collecting water. Et quand vous les cherchez de l'eau à 20 km du village, 1 litre d'eau, c'est 1 kilo, hein, avec un bidon de plastique chinois sur la tête qui fait 20 litres, vous n'allez pas à l'école. Aucune rémunération pour faire ça. Elles ne sont jamais propriétaires du foncier sur lequel elles travaillent et font des mauvaises rencontres en route. Donc là aussi, il y a un combat très fort. Et se priver, regardez les Afghans, se priver de la moitié des neurones de la Terre, en plus, ça c'est ma sensibilité, je dois avoir un X un peu développé, je pense qu'elle est mieux chez les filles que chez les garçons. C'est délirant. Et je termine simplement sur mon rôle de professeur. En médecine, en ce moment, j'ai 3/4 de jeunes filles. Je donne des faits, hein, c'est factuel. Hein. Veto, 80% de jeunes filles. On aime les animaux, monsieur, on fait veto. C'est difficile le concours veto. Hein. À l'AgroParisTech, c'est 75% de jeunes filles. L'école de la magistrature, là, j'y vais, là, je serai au ministère de la Justice mardi prochain. 3/4 de jeunes filles. Mais dans les écoles d'ingénieurs, Centrale Supélec, l'école des mines, l'ENSTA, l'ENAC, 16% et ça ne bouge pas. Méditons là-dessus. Je ne suis pas en train de donner... Je vous montre des faits. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et le gros drame des femmes que j'adore, c'est le manque de confiance en vous-même qu'on vous a collé dans le crâne. Défendez-vous. Merci. Je n'ai plus de micro. Le micro ne marche plus. Alors, un tout dernier mot, vraiment en 2 phrases, Oriane et Noël, puis après on passe aux questions dans la salle. Le mot de la fin, même si on continue à échanger après. Avec les micros, par contre... Oui, voilà, ça marche, merci. Je ne peux que partager le plaidoyer que vient de défendre brillamment devant nous Gilles Boeuf. En effet, quand on regarde le monde tel qu'il est, ce sont les femmes qui sont les principales victimes. On parlait tout à l'heure de la surpopulation et de la question de comment faire changer les choses pour que le rapport entre la population et ce que peut supporter la planète soit supportable. Il y a beaucoup d'associations. Il y a une association qui a fait beaucoup de choses, une ONG qui a développé les énergies renouvelables et notamment le petit solaire pour aller jusque dans des petits villages de Madagascar, par exemple. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'écologie, elle est au service de l'émancipation, comme je le disais au début. Parce que grâce à ces outils, les petites filles peuvent apprendre leurs leçons le soir et ne pas être condamnées souvent à des travaux domestiques auxquels on les oblige. Et donc, leur niveau d'éducation va progresser, ce qui va leur permettre après, en effet, de sortir de cette dépendance et de cette forme de domestication absolument insupportable. Donc,
Gilles est grand-père, je le suis aussi, et je pense que ce que nous avons à donner, en tout cas la génération à laquelle nous appartenons, la plupart d'entre vous, comme la mienne, c'est celle de la transmission. Il n'y a pas de société qui peut survivre si elle n'est pas capable d'assurer cette transmission, cette forme de solidarité. Donc, les grands-parents, ils ne sont pas là simplement pour aider financièrement leurs petits-enfants. On sait qu'aujourd'hui, les choses ont changé. C'est une sorte de bascule historique. Mes parents ou mes grands-parents, comme beaucoup d'entre vous, ne vivaient que pour une chose et avec la conviction que nous vivrions mieux qu'eux. Aujourd'hui, les parents se demandent si leurs enfants vont vivre plus mal qu'eux, ce qui est un basculement historique qui est une fragilisation des sociétés. Donc la transmission, c'est pas simplement cette question d'assurer la survie économique des générations qui viennent, c'est d'essayer de leur transmettre ce que nous savons, de leur transmettre aussi de leur montrer, de comprendre que nous avons aussi fait des erreurs, évidemment, et que nous ne sommes pas, comme le disait Gilles, aussi sapiens que nous le prétendons. Mais moi, je ne sais pas ce que... J'ai été militant, j'ai été actif dans la vie politique. J'ai d'abord été journaliste, et la vertu d'un journaliste, comment dire, s'il y a deux liens qui peuvent se faire entre le journalisme et la politique, deux vertus, c'est d'avoir le goût des autres et la curiosité du monde. Et il faut que nos générations, et cette génération qui prétend vieillir autrement, elle garde ce goût des autres et cette curiosité du monde. Et on s'aperçoit que lorsque l'on vieillit et que l'on est plus actif, si on se laisse aller, on a plutôt tendance à s'isoler, à rester chez soi, à ne pas se bouger. Et oui, il faut se bouger et garder cette curiosité du monde, ce goût des autres d'abord, et cette curiosité du monde. Et c'est ça que nous devons transmettre. C'est la raison pour laquelle je pense une jeune activiste écolo qui s'appelle Salomé Saké a écrit un très bon bouquin sur la question des générations, qui met en pièces ceux qui disent mais oui, c'est le conflit des générations, c'est la guerre des générations. Moi, j'en ai marre de ces mots de guerre au climat. Écoutez, quand vous discutez avec un Libanais ou que vous discutez avec quelqu'un qui vit la guerre, ne lui parlez surtout pas de la guerre au climat. Parce que franchement, il vous dira qui sait ce que c'est que la guerre. Donc, voilà ce que nous avons en tout cas ma génération aujourd'hui. Moi, je ne suis jamais plus heureux que lorsque je suis en contact avec des jeunes activistes écologistes. Voilà, parce qu'ils sont anxieux, oui certes, mais ils sont pleins d'une énergie absolument formidable. Et donc c'est ce lien qu'il faut garder toujours présent. Il y a une maison d'édition qui publie beaucoup d'auteurs écolos, qui a trouvé un très bon titre. Et c'est d'ailleurs ça qu'on devrait prendre comme exemple. Les liens qui libèrent. Voilà. Ben, les liens nous libèrent. Merci Noël. Pour terminer, je précise Homo sapiens, l'homme qui sait, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ou l'humain qui sait, comme ça dans l'humain il y a femme et homme. Moi je voudrais terminer sur deux choses. La première, c'est essayer de dépioter, de déconstruire toutes les injonctions contradictoires dans lesquelles nous vivons. Comme ça nous permet de nous rendre compte sur ce qui relève du global et ce qui relève de ma petite personne, et de voir qu'en fait, moi, ce que je voudrais faire, ça ne correspond pas à ce qu'on me propose ou m'impose de faire. Donc, essayer d'un peu de déconstruire toutes ces injonctions contradictoires. Pour ne pas les nommer, c'est aussi ces dissonances cognitives. Et je terminerai avec une dimension presque psychologique, puisque je fais un travail psychologique, et j'ai une phrase, c'est un peu mon mantra, d'une psychologue qui s'appelle Glenn Doyle, qui dit « Ma blessure n'est peut-être pas de ma faute, mais sa guérison est de ma responsabilité. » Donc, j'aimerais vraiment appuyer sur cette notion de responsabilité. Je l'évoquais en début de propos aussi, de co-responsabilité. Responsabilité, ça vient du latin « respondere », répondre de ses actes. Donc voilà, je pense qu'on a une co-responsabilité, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, quel que soit notre travail. On est juste des citoyens du monde et prouvons-le. Voilà.
je vous offre un mot de la fin que je vole à Geoffroy de la Gannerie quand je vous dis que j'ai vraiment amené toute la bibliothèque. C'est le mot solidarisme. Il s'agit pour chaque individu de développer le sens de sa participation à la conduite des autres, le fait que ma conduite influence ta conduite, qui influence la conduite d'un autre, encore. Toutes ces chaînes d'influence nous rendent solidaires les uns les autres, ce qui nous empêche de fixer la responsabilité dès que l'on prend conscience de ces chaînes de dépendance, de cette intrication réciproque de chacun dans l'ensemble des actions des autres. Alors, un raisonnement de type sociologique s'impose. Merci. Merci à vous tous et toutes pour ces interventions. Alors, on va passer aux échanges avec la salle. Est-ce que Françoise, il est prévu de faire passer un micro ? Oui, parfait. Alors, c'est simple, si vous voulez intervenir, vous levez la main. Essayez de ne pas faire comme nos intervenants. Faites des interventions courtes, comme ça on peut en prendre plusieurs. Et puis si jamais dans la salle vous êtes d'accord avec ce qui est dit, vous pouvez soit applaudir, soit aussi lever votre carton vert. Voilà, ça peut fonctionner comme ça. Et on a une première question tout au fond, allez-y. Très, très touchée par l'intervention sur les mots, parce que depuis quelques années, j'ai l'impression de ne plus me retrouver dans les mots qui sont utilisés et qui n'avaient plus le sens que je leur connaissais. Alors la réflexion que je voudrais faire est une question totalement ouverte, c'est que nous, à nos âges, nous sommes porteurs de l'histoire de ces mots, parce que c'est en grande partie notre histoire. Et ces mots-là, qui sont trahis actuellement, qui sont instrumentalisés, modifiés, les jeunes, les toutes jeunes générations les ont comme référents. Or, nous, les vieilles et les vieux, nous sommes porteurs du vrai sens de ces mots, et c'est un héritage que nous devons transmettre. Comment ? Bon, ben ça, c'est une question que je laisse ouverte, mais c'est ce qui m'est venu comme sentiment. Et ces mots-là, eh ben, nous ne devons pas les oublier, nous devons les utiliser, les valoriser, les expliquer, les transmettre. Merci beaucoup. Il me semble avoir vu une main levée par là, Françoise. Là-bas. Alors, relevez la main pour qu'on vous voit bien. Voilà. Là-bas, France. Ouais, voilà. Le micro arrive. La salle est grande, il faut dire. J'ai oublié mon tapis volant. Oui, bonjour à tous. Merci pour la qualité de cet échange. Je voulais juste vous donner peut-être une bonne nouvelle en lien avec ce qui nous a été dit. Le traité de l'ONU sur la haute mer vient d'être ratifié par 60 pays. Alors, il y avait une autre main levée par là-bas, non ? Non, elle s'est baissée. Ah, il y en a une tout devant, là, Françoise. Oui, je vais poser une question un peu provocatrice, parce que, quand même, est-ce que le capitalisme et l'écologie sont compatibles dans la mesure où, quand même, quand on voit les dégâts que font les oligarques sur la planète, dans leurs jets, dans tout ce qui se balade, moi, je ne peux pas être une écologie de droite ni du centre. Je m'excuse, mais j'ai une question. Alors, d'abord, je vais vous confirmer une chose, madame. Écologiste du droite ou du centre, c'est pas vraiment écologiste. Mais je crois qu'il faut arrêter comment vous dire. Évidemment que le capitalisme est un ennemi de l'écologie, puisqu'il ne défend pas, il propose un type de société qui n'est pas du tout celui que propose l'écologie. Mais, comme l'ont montré déjà un certain nombre d'historiens,
productivisme et les régimes totalitaires que l'on connaissait de l'autre côté du mur de Berlin ont conduit à une catastrophe écologique et humaine sans nom. Donc aussi bien les économies dirigées que l'économie capitaliste ne sont pas compatibles avec le projet écologiste. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de trouver une voie qui sorte, comme il faut sortir des énergies fossiles, il faut savoir sortir sans des révolutions qui ne font que promettre l'avenir radieux, comme le disait Zinoviev, et qui n'amènent que des tragédies. Il faut essayer d'en sortir par des voies démocratiques, et c'est ça qui est le plus compliqué. Et en sortir avec des mots, madame. Aujourd'hui, on est dans un monde orwellien. C'était très bien décrit dans 1984. Aujourd'hui, la paix, c'est la guerre. Et les mots n'ont plus de sens, en effet. Ils sont détournés de leur sens, ils sont pervertis. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que nous avions les bons mots, nous, et que leur donnait le bon sens. Souvenons-nous de quelques épisodes de l'histoire. Je faisais référence tout à l'heure au régime totalitaire. Le régime totalitaire, sous Staline et autres, a inventé des mots qui les a détournés. Et à la même époque, les nazis ont donné un sens inverse aux mots. Ça a été très bien étudié par un grand philosophe allemand qui était le frère d'un grand chef d'orchestre qui s'appelle Klemperer et qui a écrit un livre sur le langage des nazis. Et aujourd'hui, on serait bien avisé de relire Orwell ou de relire Klemperer pour voir comment, en effet, on détourne le sens des mots, on le pervertit et on a même des colonisations des mots. Regardez, vous avez un président de la République, je ne suis pas ici pour faire c'est pas un meeting politique, mais quand vous avez un président de la République qui pourtant est très intelligent, mais l'intelligence n'a rien à voir avec la politique, contrairement à ce qu'on croit. On peut être le plus intelligent du monde et un piètre politique. C'est avoir l'intelligence des hommes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais quand vous avez un président de la République qui va au Mont-Saint-Michel et qui emploie le mot de immigrationnisme, vous vous dites que le langage de l'extrême droite a colonisé une partie du personnel politique français et que cette colonisation, elle est à l'œuvre. Alors, je ne ferai pas insulte à l'actualité, mais quand même c'est poilant de voir que on a un ministre de l'Intérieur qui est par ailleurs président d'un parti politique et qui a inventé à un moment qui n'est pas particulièrement choisi un slogan pour son parti, la France des honnêtes gens. Mais il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un générique comme ça, qu'un titre comme ça, parce que ça veut dire qu'il y aurait d'un côté les honnêtes gens et de l'autre côté les malhonnêtes. Bon, ben vous êtes aperçu qu'on peut être les deux. L'Africain n'a pas d'histoire. Comment ? L'Africain n'a pas d'histoire. On était tous noirs à l'époque, ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. J'aimerais du coup rebondir sur votre question autour du capitalisme, mais on a un peu détourné aussi peut-être vers le fascisme. Peut-être que ça va ensemble, je ne sais pas. Moi, j'aimerais faire un petit focus sur aussi tout ce mouvement écologiste autour de la notion de bien-être qui a été récupérée par l'extrême droite, pour ne pas la nommer, et qui s'immisce dans pas mal de festivals. J'espère que ça n'est pas au CNAV, je pense pas. Mais en tout cas, porter une attention particulière sur tous ces festivals, ces mouvements autour du bien-être, du développement personnel, qui auraient tendance à nous amener vers une certaine égologie. J'ai un bouquin que malheureusement, je crois qu'il doit être dans mon sac, si vous voulez le lire. C'est un tout petit bouquin dont je peux vous donner la référence, que j'ai lu il y a presque 10 ans, et qui m'a un peu ouvert les yeux sur cette notion de écologie versus égologie. Donc ça, c'est important d'avoir en tête. Ben voilà ce que je voulais dire sur le capitalisme, le fascisme, et sur les mots aussi. On parlait des bassines tout à l'heure, on parlait aussi du fascisme, etc. etc. Bref, il y a un terme qui est assez connu, qui s'appelle « no pasaran », qui a été récupéré justement à Sainte-Soline, c'était « no basaran ». Et ça veut dire « ils ne passeront pas ». Hein. Ça a été utilisé pour la première fois à Verdun durant la guerre 14-18. Ils ne passeront pas. Donc je vous laisse continuer de travailler sur ce terme-là à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, etc. etc.
Merci. Alors, on me fait signe que le temps passe, mais comme on avait commencé avec un petit peu de retard, je vous propose de prendre une dernière intervention. Et j'ai vu une main qui était levée là-bas, en premier. La dame qui se lève là-bas, voilà, elle avait levé la main tout à l'heure. Voilà, je suis désolée, on ne pourra pas prendre les interventions de tout le monde, mais on va se retrouver après pour un café, pas d'inquiétude. Moi, je vais poser une question aux intervenants et vous remercier de la qualité. Qu'est-ce que vous entendez par sortir des économies dirigées? Est-ce que vous voulez parler de l'économie sociale et solidaire ou d'autre chose? Merci. Alors, l'économie dirigée, c'est le système qu'on trouvait en Union soviétique. Là, l'économie sociale et solidaire, c'est pas pour sortir de l'économie dirigée, parce qu'on n'est pas dans le même schéma, fort heureusement pour nous, que celui qu'on connaissait de l'autre côté du mur de Berlin, de celui qu'on connaît en Chine, par exemple. Hein, mais on est soumis à un système qui s'appelle le capitalisme ou le néolibéralisme, et l'économie sociale et solidaire, c'est une voie qui, en effet, est une voie qui peut nous permettre de sortir de la dictature, d'une certaine manière, du capitalisme, dont la principale vertu est d'être très plastique. Donc vous avez constaté qu'il s'adapte tout le temps. Pour nous, la référence, c'est le greenwashing, par exemple. Vous avez Total Energy qui est en train de construire des champs de pétrole, par exemple, en Tanzanie, en prenant les champs des cultivateurs, et qui, de l'autre côté, va devenir l'un des principaux propriétaires d'éoliennes en France. Voilà, c'est ça le greenwashing. C'est ce qu'on appelle le « en même temps ». Voilà. On peut en même temps pourrir la vie des gens, accaparer leurs terres, détruire leur mode de vie, et puis de l'autre côté, le cœur sur la main, ou la main sur le cœur plutôt, dire qu'on est les meilleurs écologistes du monde. Tout ça n'a pas de sens, encore une fois. Le micro de Ah si, c'est bon. On va terminer là parce que j'ai vraiment des regards noirs qui me sont lancés. Vous vous rendez pas compte, vous. Mais merci vraiment encore à toutes et tous pour les intervenants. On va tous aller boire un café si vous voulez continuer à discuter avec eux. Gilles va dédicacer son livre. Merci encore aussi à Lise pour avoir fait les illustrations pendant tout le temps de cette table ronde. Et surtout, merci aux vieilles et aux vieux du CNAV parce que vous faites un boulot de dingue et c'est vraiment génial d'avoir ce type d'événement. Donc bravo. Au revoir.